Yo les potes de tout le monde, c'est Inox13, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo interview. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai mis un petit t-shirt Dragon Ball en référence à l'interview car je serai en compagnie de Brigitte Lecordier qui est comédienne de doublage et donc c'est elle qui a la voix de Sangoku, de Dragon Ball, de Oui Oui et bien d'autres. Donc elle nous racontera un peu toute son histoire, de son vécu, de son métier. Donc si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu. Et moi je vous dis let's go pour la vidéo. On va aller l'aider. On n'a qu'à fusionner, se battre à ses côtés, alors on y va. C'est impossible, on doit attendre encore un peu si on veut fusionner. Je sais bien qu'il est encore trop tôt, mais si on n'intervient pas, Boubou va nous croquer. Bonjour Brigitte, bonjour à toutes et à tous. Donc Brigitte, pouvez-vous vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas? Eh bien, bonjour Gaëlle, je suis Brigitte Lecordier, donc je suis comédienne et en fait, certainement tout le monde me connaît d'une façon ou d'une autre parce que ma voix est connue, notamment dans des dessins animés ou dans des séries que j'enregistre ou à la radio ou dans des films. Voilà, et j'ai notamment doublé les personnages des petits héros de Dragon Ball. Je suis la voix de Oui Oui, de Bonne Nuit les Petits et de beaucoup de dessins animés en fait. On peut dire comédien de doublage, c'est ça? On peut dire comédien. Comédien tout court. Bah oui, on est des comédiens. Après, si tu veux spécifier qu'on travaille dans le doublage, pourquoi pas. Toi, tu dis pas comédien de théâtre ou comédien de cinéma. Mais après, c'est comme on veut. Comme vous venez de le dire, vous avez doublé divers personnages, Sangoku, Dragon Ball, Oui Oui, et plein d'autres. Mais Oui. finalement, d'où vient cette passion pour travailler dans ce domaine? Bien, en fait, moi, depuis que je suis enfant, en fait, je rêvais d'être clown parce que j'étais très attirée par le cirque. Quand j'étais enfant, c'était difficile de rêver quand on était une fille. Ça l'est encore aujourd'hui, mais un peu moins. Mais du coup, on me disait, bah non, tu peux pas être clown puisque clown, c'est un métier pour garçons, pour les garçons. Donc, j'étais un peu déçue, donc je me disais que jamais je serais clown mais je connaissais pas le théâtre, ça faisait pas partie de ma culture ni de mon environnement social. Pour moi, m'exprimer, faire rire les gens ou les faire pleurer, c'était être clown, quoi. Voilà. Et puis, du coup, j'ai fait mes études et puis, pas mal, tranquille. Et puis, lorsque j'ai fini mes études, que j'ai passé mon bac, pratiquement à ce moment-là, il y a une école du cirque qui s'est ouverte à Paris, qui s'appelait l'école de Annie Fratellini. Et là, j'ai eu un déclic en me disant, bah, Annie Fratellini, c'est une femme, c'est un clown, je vais aller m'inscrire à son école. Et je suis allée m'inscrire et j'ai travaillé le clown. Donc j'ai d'abord commencé par être clown, et puis comme j'étais rigolote, et puis petite, et puis un peu spécifique, j'étais pas comme tout le monde, quoi. Eh bien, on m'a fait venir pour jouer des rôles un peu rigolos, un peu particuliers au théâtre. Et puis du théâtre, je suis passée au cinéma, puis à la télévision, et puis un jour à la voix. Mais vraiment par hasard. En fait, mon but premier, c'était être clown. Bon, entre-temps, j'ai pris des cours de comédie, justement, parce que tu peux pas jouer au théâtre et jouer au cinéma sans savoir dire un texte, sans avoir travaillé des grands textes ou des sentiments, etc. Donc, c'est un métier qui s'apprend. Et je l'ai appris en travaillant et en allant faire des stages, des cours, tout au long de ma carrière. Et c'est compliqué de commencer dans ce domaine un peu, parce qu'il y a des secteurs, c'est un peu compliqué à faire sa place, etc. Oui, je dirais pas que c'est compliqué, je dirais que c'est difficile, mais il faut beaucoup d'opiniâtreté et puis beaucoup de conviction, il faut y croire déjà. Et une fois qu'on est convaincu qu'on est fait pour ce métier, eh ben c'est comme tous les métiers artistiques, c'est très difficile d'y gagner sa vie, hein. Tu peux en parler à tous les peintres, à tous les écrivains, à tous les comédiens. On n'a pas gagné notre vie comme ça du jour au lendemain. Donc, moi, au début, évidemment, j'allais à l'école du cirque, mais je faisais des petits boulots. Et puis, sachant que ces boulots, j'allais pas rester toute ma vie à les faire. Mais ça m'a permis de vivre, de payer un loyer, d'être indépendante et puis de pouvoir me payer les cours
qui m'aiderait à devenir ce que je suis aujourd'hui. Je ne savais pas que j'irais jusque-là, mais voilà. Et j'y ai cru, j'y ai mis toute mon énergie. Et voilà. Mais je crois c'est ce qu'il faut faire, quoi. Faut y croire et puis aller de l'avant. C'est un métier où, tu vois, il faut sans arrêt aller se présenter à des nouveaux réalisateurs, des nouveaux metteurs en scène, faire des stages, rencontrer des gens. C'est un métier de contact. C'est par le contact que tu donnes envie de travailler avec toi ou pas. Il y a des gens qui n'ont jamais travaillé avec moi et qui ne travailleront jamais avec moi parce qu'ils n'ont pas de sympathie ou ils savent pas comment me caser dans un projet. Puis il y en a d'autres qui m'ont fait travailler tout au long de ma vie. Parce que tu sais, au bout d'un moment, tu crées une famille, tu crées une équipe, une troupe. Voilà. Et des sympathies et des gens que tu fais un spectacle avec eux, puis tu les vois plus pendant des années, puis il y a un autre spectacle qui arrive et tu retravailles avec eux, etc. Et c'est pareil pour le doublage. Quand vous avez dit on gagne pas directement sa vie, etc. Parce que justement, vous avez parlé des peintres. Et Oui, justement, j'ai interviewé un peintre il y a quelques mois et il ouais. m'a dit la même phrase, Tu vois, la même chose. je pense que c'est le statut d'artiste. C'est très difficile d'être un artiste. Un artiste, il a envie d'exprimer quelque chose. Il sait pas comment toujours l'exprimer quand il est jeune. Hein. Moi, je savais pas vers où j'irais, ni comment j'irais, ni quel clown j'étais, etc. Toi, moi, mon clown, quand j'étais au cirque, mon clown, il était muet, toi. Et c'est dingue parce que là où j'ai le plus travaillé, en fait, c'est en doublage. C'est-à-dire avec ma voix. Donc, tu vois, c'est parfois étonnant et contradictoire et tu sais jamais la trajectoire que tu vas faire. Ce qui est important, c'est d'évoluer dans ton métier, d'apprendre, c'est comme un sportif. On est comme des sportifs de haut niveau, quoi. Si tu regardes les gens qui sont aux Jeux Olympiques aujourd'hui, c'est des gens qui n'arrêtent pas de bosser, de s'améliorer, de trouver le petit truc en plus, etc. Je pense qu'un artiste, c'est ça, un vrai artiste, c'est quelqu'un qui progresse tout le temps, qui se pose des questions, qui a envie d'essayer des trucs. Moi, j'ai toujours envie d'essayer des nouveaux trucs. Bah, c'est comme ça que je me retrouve sur Twitch ou sur YouTube ou sur toi, ou avec des jeunes gens qui lancent des nouvelles choses. Et j'ai envie d'y aller, quoi, parce que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de continuer à apprendre et pas rester sur ce que je sais faire. Et toujours essayer de me surprendre moi-même avant de surprendre les autres. Lorsque on est donc comédien, comédienne, quand je dis comédien, je parle bien sûr au masculin et au féminin Bien sûr, parce qu'il y en oui. a qui peuvent. Mais c'est difficile d'englober tout. On est des comédiens. On doit moduler sa voix pour faire les divers personnages, mais est-ce qu'on peut moduler sa voix à l'infini? Quand je dis infini, on peut vraiment faire toutes les voix ou non? Non, non, par exemple, tu vois, je pourrais pas faire la voix de Stallone. On peut moduler sa voix. Il y a des comédiens, tu sais, qui ne modulent pas leur voix, qui sont connus pour leur voix naturelle. J'allais dire, je pense à Céline Monsara, mais non, Céline, tu sais, qui fait Bulma avec moi dans Dragon Ball, c'est aussi la voix de Julia Roberts. Et la voix de Julia Roberts, c'est exactement la voix de Céline, qui joue divinement, mais voilà, elle n'a pas besoin de moduler pour doubler Julia Roberts. En revanche, elle a besoin de moduler un peu pour faire Bulma. Et quand elle fait une petite fille, un petit garçon, un chien ou un chat dans un dessin animé, elle module beaucoup. Et nous tous pareil. Mais il y a des comédiens qui ont peu d'affinité avec le dessin animé, donc ils n'ont pas besoin de moduler leur voix. On les prend pour leur voix naturelle, parce qu'ils ont une grosse voix connue, ou ils ont un timbre particulier, ou une diction particulière. Toi, à chaque fois, on va trouver la spécificité de chaque comédien pour lui attribuer un comédien ou un personnage qui va lui coller à la peau. Est-ce que n'importe quelle personne, que ça soit moi, la personne qui regarde cette vidéo ou n'importe qui, peut devenir comédien? Bien sûr, s'il travaille. Bien sûr, tout le monde peut devenir comédien, mais c'est du boulot, vraiment. Il faut aller prendre des cours, il faut faire des stages avec des metteurs en scène, savoir être de la pâte à modeler,
pouvoir jouer toutes les situations, rire, pleurer à la demande. Et puis après, pour faire du doublage, il faut être très habile, justement. Parce que quand t'es en doublage, quand tu doubles un film, en fait, tu vois, t'as pas le temps de répéter. Parfois, t'as même pas vu le film que tu es en train de doubler avant de le doubler. Donc, tu le découvres au fur et à mesure, et au fur et à mesure, tu dois avancer dans le film de la même façon que le comédien qui le joue. Or, le comédien qui le joue, lui, il a répété pendant des heures et des heures, pendant peut-être même des mois, et il a été dirigé par un metteur en scène qui lui a dit fais comme ci, fais comme ça. Les prises, on les a fait parfois une fois, parfois 10 fois. Tandis que nous, en doublage, eh ben, il faut qu'on soit efficace. Alors, on a le droit de refaire, mais il faut pas se tromper trop, quoi, parce que du coup, si tu n'arrives pas à le faire en une ou deux fois ou trois fois, on se dit ça coûte trop cher. Il est bon ce comédien, mais on peut pas le prendre, quoi. Il n'est pas assez rentable. Parce qu'on est dans un monde économique, hein, faut pas l'oublier. C'est l'économie du cinéma. Et justement, comment se passe typiquement un enregistrement? Une journée de doublage, les comédiens on t'a appelé avant, un mois avant, une semaine avant, 3 mois avant, ça dépend du projet. Et puis, on te dit, viens vendredi à 9h30 à tel studio. Il y a des studios un peu disséminés partout, un petit peu dans la région parisienne. Il y en a aussi un petit peu en province, de plus en plus. Et le comédien doit aller là où on l'appelle, à l'heure prévue. Et tous les comédiens sont à l'heure en général, parce que 1 heure de studio coûte extrêmement cher. L'industrie du cinéma coûte très très cher. Et une fois que le comédien est en studio, voilà, on lui présente son personnage, alors on lui pitch le film ou la série, ou on lui explique qui est son personnage, ce qu'il va vivre, comment il va le vivre, si c'est un gentil, un méchant, s'il est espiègle, s'il est rapide, s'il est lent, etc. On lui donne toutes les caractéristiques. Et après, on regarde les premières boucles. Alors les boucles, c'est un morceau de film. Toi, le film, on ne peut pas le faire dans sa totalité d'un seul coup. Donc, on va couper le film en petits morceaux. On va appeler ça, les petits morceaux, on va appeler ça des boucles. Parce qu'avant, c'était du film physique. Tu vois, c'était... et ça, c'est... Tu vois, là, je ne sais pas si tu le vois, mais ce que je te montre, c'est une boucle de synchro avec, tu vois, le truc le texte qui défile dessous, etc. Et les comédiens, vont jouer 1 minute de film. Alors, on présente 1 minute de film, il y a une scène qui se passe avec ton personnage et les autres comédiens, et on la lit une fois, parfois 2 fois, et puis après, on essaye, on enregistre le texte qui est écrit sur la bande rythmo, justement, qui va défiler sur 1 minute. Et après, notre directeur artistique, qui est un peu notre chef d'orchestre, va nous dire c'est bien, c'est pas bien. Là, tu as vu, t'es pas synchrone, c'est-à-dire t'es pas en même temps avec la bouche, ou alors tu vas trop loin dans tes sentiments, ou tu vas pas assez loin. Toi, c'est très précis le doublage. Et du coup, on le refait 1 fois, 2 fois. Alors, ça dépend si on a beaucoup de temps ou pas, si c'est pour le cinéma, si c'est pour la télévision, on n'a pas les mêmes temps, ou si c'est un dessin animé, c'est encore plus court. Et puis, voilà, et on va enregistrer toute la journée. Alors, si tu as le rôle principal, tu es là toute la journée. Puis, si tu as un petit rôle, on va faire toutes tes boucles, justement, toutes les scènes où tu es toi, avec le rôle principal. Et puis après, tu partiras. Alors, des fois, tu as une demi-journée de travail. Des fois, tu as 1 heure. Des fois, tu as 10 minutes. Puis, des fois, tu as des journées entières, des semaines entières, des mois entiers. Tu vois, ça dépend vraiment de ton rôle dans le film. C'est vraiment variable entre les différents personnages, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. T'imagines bien que moi, quand par exemple je fais Son Goku, je suis là toute la journée. Et si t'as quelqu'un qui vient faire Puar ou un petit personnage comme ça, ou Maron, ou toi, il va rester quelques heures. On va faire toutes ces boucles. Et puis, ce qui fait que le film, du coup, on le fait pas forcément dans l'ordre. Ce qui fait que parfois, les comédiens de doublage, ils n'ont pas tout à fait les clés pour le film. On dit, tu avais bien aimé ce film que tu as doublé? Et en fait, toi, des fois, tu n'as même pas, tant que tu ne l'as pas vu en dehors, tu n'as pas le regard de quelqu'un qui a regardé un film.
Tu as le regard de quelqu'un qui est dans le film. Et on te dit, tu as aimé le film, mais en fait, toi, tu peux parler que de ton personnage et de ce que tu as vécu en tant que personnage. Mais c'est très difficile de parler du film lui-même. Et parfois, il faut aller voir le film au cinéma ou à la télévision ou en DVD pour se rendre compte, dire ah ouais, c'est pour ça que j'ai dit ça, parce qu'il se passe ça dans le film, une scène que tu n'as pas vue. Tu vois ce que je veux dire? On peut faire par exemple une boucle en début de film, une boucle en milieu et une boucle à la fin, et on n'a pas entre les deux. T'as pas vu tout le film. Par exemple, tu vois, maintenant, moi, sur Dragon Ball, je fais Zeno. Zeno, il n'est pas là tout le temps. Donc, j'ai fait tous les moments où il y a Zeno, mais là où je suis pas, ben, je ne le vois pas. Alors que dans les années 80, lorsqu'on on enregistrait tous ensemble et on prenait le film du début jusqu'à la fin et on était là toute la journée tous. Aujourd'hui, avec le numérique, on n'est pas là tous parce que ça fait gagner du temps, de l'énergie, le son est plus propre. Parce que tu vois, il y a pas de bruit à côté, on est tous bien face au micro, etc. Alors ça change beaucoup notre façon de travailler, c'est moins amical, c'est moins gai, ça se sent aussi dans les doublages, quand on est tous ensemble c'est plus drôle et c'est plus vivant je trouve, que quand on est tout seul devant un micro. Mais voilà, alors pour te répondre, voilà, c'est ça une journée de doublage environ, quoi, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas une journée qui se ressemble en fait. Et par mois, vous doublez pas non plus tous les jours? Non, alors ça dépend des comédiens. Moi, j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai beaucoup travaillé et je travaille encore beaucoup parce que je suis appréciée dans plein de rôles, plein de dessins animés, plein de projets différents. Et puis je dirige aussi, donc j'ai mis mon savoir-faire aussi au service des films et des productions. Ce qui fait que du coup, je travaille beaucoup et presque tous les jours. Mais il y a des comédiens qui travaillent 2, 3 fois dans le mois, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que pour être intermittent du spectacle, il faut travailler au minimum 4 fois par mois. Ça a peut-être changé encore, mais il faut au moins avoir 4 ou 5 cachets pour être sûr de pouvoir être intermittent et d'avoir ses droits. Et justement, comment on est payé lorsqu'on est comédien et principalement dans le doublage? Alors, quand on est comédien, on est payé parce que on t'appelle et on te dit, pour tel rôle, je te propose tel forfait ou tel paye et tout ça. Toi, tu dis oui ou tu dis non. Mais après, en doublage, il y a une convention collective qui est très carrée, qui nous rémunère à la ligne. C'est-à-dire que plus ton rôle parle et plus tu es payé. Après, il y a des catégories, toi, de 0 à 14, de 14 à 50, de 50 à 100, de 100 à plus, etc. Pour que quelqu'un qui vient pour un tout petit rôle, qui a moins de 10 lignes, il ne vienne pas pour 10 euros, quoi, qu'il ait quand même un salaire un peu décent, quoi. Donc, il y a des minima syndicaux. Et puis après, plus tu travailles et plus tu gagnes de sous, quoi. Et donc, on va en parler un peu en fin d'interview. Vous avez maintenant votre chaîne YouTube depuis fin 2019, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et dans une de vos vidéos, vous parlez de Oui Oui et vous parlez de lui à la première personne du singulier. Et comment on fait pour s'emparer du personnage et faire passer les émotions qu'il a à faire passer? Je pense que c'est le travail du comédien. C'est qu'on lui présente un personnage et il devient le personnage le temps du jeu. Toi, c'est un jeu en fait. Tu sais, c'est comme dans la cour d'école où tu dis aujourd'hui, je suis Superman. Et tu joues Superman dans la cour d'école et le temps de la récréation, tu es Superman. Et tout le monde t'appelle Superman dans la cour de récré. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, c'est pareil. Sauf que c'est notre métier. Donc, on nous dit, t'es oui. Regarde, le petit bonhomme, là, il est comme ça, etc. Et en fait, t'es obligé de rentrer dans sa peau. En plus, toi, oui, c'est un dessin au départ. Hein. Enfin, c'est même pas un dessin. Oui, c'était en volume, en fait. Et c'est un petit truc en volume. Et on dit, tu vois, c'est toi qui vas faire la voix de ce petit machin. Et en fait, t'es obligé de rentrer dans sa tête, de dire, tiens, comment il peut penser, comment il peut réagir, comment il va parler, etc. Et du coup, tu le fais exister. Et à force de le faire exister, en fait, tu l'incarnes, quoi. Et je pense que c'est le travail du comédien d'incarner ces personnages
et puis de rentrer dedans et de le faire vivre. Le temps du spectacle, le temps de la scène, le temps du jeu, et puis de savoir sortir juste après. C'est-à-dire que je ne peux pas être oui-oui dans la vie. T'imagines bien, ça serait pénible. Hein. Mais le temps du spectacle, je fais croire à tous les enfants que je suis oui-oui, et ça marche. Tu vois, et ça marche parce que je crois que je m'implique beaucoup dans mes personnages. Peut-être trop, mais j'en sais rien. Je ne saurais pas te dire. Pour moi, c'est comme ça que j'envisage mon métier. Et du coup, ben, ces personnages, ils deviennent très familiers quand, par exemple, oui, toi, ça doit faire 30 ans que je le double. Et ben, toi, en 30 ans, il s'en est passé des choses entre nous deux. J'en ai vécu des aventures avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il m'est familier. C'est vrai que, bah oui, voilà. Et c'est marrant parce que j'avais pas remarqué que j'avais parlé de oui à la première personne, mais voilà, ça m'étonne pas. C'est que du coup, quand je suis dans une scène avec oui, ben voilà, je suis oui, le temps de la scène. Et avez-vous un personnage que vous rêveriez de doubler? Je rêve de doubler tellement de personnages. Tu sais, aujourd'hui, j'adorerais doubler les films de Miyazaki. J'avais fait Conan, le fils du futur, dans les années 80-90. Et c'est un personnage que j'ai adoré, Conan. Et malheureusement, après, les Miyazaki ont été rachetés par des grands groupes et qui n'ont pas voulu garder ma voix parce que je représentais trop le Japon. C'est dommage. Mais du coup, ben, j'ai jamais pu retoucher à un Miyazaki. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis les Ghibli, toi, tous ces dessins animés aujourd'hui, tous ces personnages, il y en a plein. Voilà. Et avez-vous vu une différence entre quand vous avez commencé dans ce milieu et maintenant à l'heure actuelle? Ah oui, il y a eu énormément de différences, notamment au niveau du matériel. Ça a été énorme. Au début, tu sais, nous, on était avec du film, 16 mm. Puis après, on a été avec de la vidéo, avec des grosses bandes de vidéo. Puis après, on a été avec des cassettes vidéo, des grosses cassettes vidéo. Et puis après, on a été avec du numérique. Donc tout ça, ça a changé le rythme de travail. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, tu sais, dans la journée, on faisait 5 boucles. Aujourd'hui, on fait, Ah oui. bah ouais, pas plus. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais on n'en faisait pas beaucoup. On prenait le temps de faire des boucles. Il fallait les charger, les décharger. Il y avait un monsieur qui était dans la cabine derrière qui chargeait, qui déchargeait les boucles. Ça prenait 20 minutes à chaque fois. C'était énorme. Et donc, la journée est passée très vite. Il y avait beaucoup de moments d'attente, comme un peu sur les tournages de films. Et puis, avec la vidéo, ben, on a commencé à travailler plus vite et à faire plus de films, à faire 2, 3, 4 films dans la journée. Puis après, il y a eu le numérique. Alors, avec le numérique, tu vas d'un bout à l'autre du film en 1 seconde. Alors que sur une cassette vidéo, toi, pour remonter toute la cassette vidéo, il fallait 20 minutes, un quart d'heure, toi, pour aller du début jusqu'à la fin. Donc, tu avais un quart d'heure d'attente. Aujourd'hui, tu as 1 seconde. On te dit, ben, tu es à la boucle 72, hop, ping, tu es à boucle 72. Donc, ça fait gagner un temps fou. Mais en faisant gagner un temps fou, du coup, on va beaucoup plus vite, on nous en demande beaucoup plus. Et voilà, et c'est un peu l'envers du décor, c'est-à-dire que oui, c'est chouette de avoir moins d'attente, mais en même temps, voilà, on est plus sollicité. Et avez-vous rencontré, par exemple, des comédiens dans d'autres pays, comme par exemple le Japon? Oui, j'ai rencontré Masako Nozawa, la comédienne qui fait, là-bas on les appelle les seiyuu au Japon, qui sont des gens vénérés, hein, qui sont des stars énormes et très reconnus. Ils sont très reconnus par le public et par les journaux et par les chaînes de télé, etc. Très appréciés, contrairement un petit peu en France où les comédiens de doublage sont un peu dépréciés. Mais c'est pas dans tous les pays. Hein. Il y a beaucoup de pays d'abord où il n'y a pas de doublage, où c'est une sorte de voix off qui joue tous les rôles, etc. Notamment en Pologne ou en Russie. C'est vraiment comme de la voice-over. C'est pas du doublage comme nous on le conçoit. Mais au Japon, oui, les seiyuu sont des dieux sur Terre, vraiment.
La personne qui double Son Goku, Masako, que j'ai rencontré, mon homologue, est extrêmement appréciée et jamais on la remplacerait. Toi, moi, on m'a remplacé sur Trunks, petit Trunks et sur Videl sans me prévenir. Ça serait jamais arrivé au Japon, c'est impossible. Ils auraient jamais touché au travail de Masako. Ça vous avait bizarre quand on vous a dit que vous aviez plus le rôle? Ça m'a fait plus que bizarre. J'étais extrêmement triste. J'avais l'impression de ne pas compter, de n'être rien, de ne rien avoir apporté à ce personnage, à ces personnages. En plus, je trouvais ça pas juste parce que Videl, c'est un des rares personnages qui a ma voix naturelle et on l'utilise pas beaucoup dans le doublage. Et je me disais, pour une fois qu'il y a une fille qui parle avec ma voix, on me l'enlève. J'ai pas compris pourquoi. On m'a pas donné d'argument et on m'a mis devant le fait accompli. Parler des fans, j'ai dit mais les fans vont être tristes qu'on leur change les voix. Et c'était les gens qui m'ont remplacé ne semblaient pas savoir qu'il y avait des fans. Voilà. Et ça m'a fait plaisir quand j'ai ouvert ma chaîne de voir qu'il y avait 290 000 personnes qui me suivaient. Et voilà, j'aurais montré que finalement, il y avait des gens qui appréciaient mon travail. Comme on l'avait dit un peu avant, depuis fin 2019, vous avez votre chaîne YouTube. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette chaîne? Parce que c'est quand même vraiment différent en soi. Ah, c'est complètement différent. Toi, moi, j'avais appris, c'est rigolo, j'avais appris à jouer la comédie et à tourner sans jamais, au grand jamais, regarder la caméra. Et d'un seul coup, j'ai dû apprendre à regarder la caméra pour essayer de parler à la caméra, tu vois. Et pour moi, c'était mais tellement dur comme exercice au départ. Et puis, je l'ai apprivoisé, cette caméra, au fur et à mesure, mais je la maîtrise pas complètement encore aujourd'hui. Tu sais, j'avais fait un petit dessin animé qui s'appelait Allô, c'est Ninou, qui était fait à base de canulars téléphoniques que j'avais fait, de vrais canulars téléphoniques que j'avais fait avec ma voix d'enfant et qui avait très bien marché, mais qui avait été diffusé sur Canal+. Et du coup, Canal+ l'avait diffusé très tôt le matin, ce qui fait que je trouvais que ça n'avait pas été tellement vu. Et surtout, ça n'avait pas été vu par les gens à qui je l'adressais. C'est-à-dire, moi, j'adressais ça plutôt à mes fans, parce que je savais que ça allait les faire marrer, à mes fans et à leurs enfants, parce que les enfants, évidemment, ils s'identifient à Petit Ninou, qui dit qu'il a 4 ans quand il appelle les gens. Et du coup, ce dessin animé, j'ai pu récupérer le droit de le diffuser à ma guise, et mon producteur m'a dit en fait l'idéal c'est une chaîne YouTube. Et en fait j'ai donc ouvert ma chaîne YouTube pour diffuser d'abord en premier, rediffuser les petits Allô c'est Ninou pour les faire connaître à mes fans. Et puis en ouvrant la chaîne, je me suis rendu compte que je sais pas si tu te souviens, mais quand j'ai ouvert ma chaîne, je crois que j'ai battu tous les records de rapidité. Au niveau abonnés, c'était un truc fou. Je crois qu'en 2 semaines, j'avais déjà 150 ou 200 000 abonnés. Ce qui fait que, voilà, c'est parti. Et je me suis dit, je vais pas mettre que les Allô, c'est Ninou, du coup. Je vais raconter mon métier, puisque, tu vois, il intéresse plein de gens. Il y a plein de gens qui connaissent pas bien le métier du doublage, le métier de comédien, tout ce que ça représente. Savoir qu'un comédien, un jour il est à la télé, un jour il est au cinéma, un jour il est à la radio, un jour il fait de la pub, un jour il est en doublage, et qu'en fait il fait tout ça. C'est une palette énorme. Et voilà, et du coup j'ai utilisé ma chaîne pour raconter tout ça, répondre aux questions qu'on me pose aussi. Il y a une vidéo où j'explique justement qu'on nous appelle pas des doubleurs, parce que les doubleurs c'est pas nous. Il y a des gens qui me disent ouais, t'as pas bien traduit Dragon Ball. Alors je leur explique que c'est pas moi qui traduis. Moi je ne fais que la voix de mes personnages. Mais la traduction, c'est pas les comédiens qui l'ont. Un traducteur. Oui, un traducteur, mais il y a surtout un adaptateur. Et etc., etc. Et tous ces petits métiers du cinéma, en fait, qu'on ne connaît pas, voilà, je fais des rencontres avec mes fans, je leur explique tout ça. Et puis, je raconte un petit peu, comment moi j'ai travaillé depuis toutes ces années. Donc, j'ai fait une vidéo dont tu as parlé tout à l'heure où je parle de Oui Oui, comment c'était quand je l'ai rencontré et comment c'est Oui Oui aujourd'hui. J'étais avec le réalisateur de Oui Oui aujourd'hui, qui a grandi avec moi. Et c'est rigolo parce que maintenant, il est le réalisateur de Oui Oui. Et puis, je revois avec mon ami Marc Lesser, là, récemment,
une des dernières avant les vacances. On regarde l'arrivée de Trunks dans Dragon Ball Z et comment nous on l'a vécu et si on se souvenait de comment il était, etc. Et voilà, c'est intéressant aussi de voir notre point de vue par rapport à ce qu'on a fait. Et puis après toutes ces années de replonger là-dedans, quoi, parce qu'on l'a pas revu nous. Hein. On n'a pas le temps vraiment de... Tu sais, on a de la vidéo toute la journée, donc on n'a pas le temps le soir de rentrer, de regarder ce qu'on a fait. Je vous remercie tous ceux qui posent des questions sur Instagram, sur un peu tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, les réseaux sociaux de Brigitte Lecordier et de moi sont bien sûr dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Pour finir cette interview, avez-vous un petit mot à passer pour cette fin d'interview? D'abord, je voudrais te remercier. J'aime bien ce que tu fais. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs aujourd'hui. Et puis, voilà, merci à tous les gens qui nous écoutent, merci à tous les gens qui nous regardent. Et puis, oui, venez, rejoignez-moi et rejoignez-nous sur nos chaînes YouTube. Plus on a d'abonnés, plus on est fort, plus on peut faire des propositions, plus on est soutenu. Et puis, je fais des Twitch aussi avec mon fils. Alors là, on a arrêté pour les vacances, mais on va reprendre à la rentrée. Je faisais tous les vendredis, je pense que ça va changer à la rentrée parce que les conventions vont reprendre et souvent les conventions c'est le week-end, donc souvent le vendredi je suis partie. Mais voilà, on trouvera un autre jour pour le faire et ça fait qu'on peut jouer ensemble ou discuter ensemble directement. Et ça, je trouve que c'est chouette et d'avoir des relations directes. En tout cas, un grand merci à Brigitte Lecordier d'avoir accepté cette invitation. Tous les liens de sa chaîne Twitch, de ses réseaux sociaux seront en description. Et si cette vidéo te plaît et que c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.